Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous rassembler autour de ceux qui nous inspirent, à la fois par leur talent, par leur engagement et qui nous font voyager. Comme cette grenobloise, ancienne snowboardeuse, qui désormais s'engage sur des pentes glissantes munies de son objectif comme aucun autre témoin. Comme ce grenoblois qui survole les contrées du monde à la recherche de solutions pour préserver la biodiversité et sensibiliser par l'image. Et comme ce grenoblois qui nous fait traverser la Méditerranée et sur ses cordes vocales, qui sublime les chants corse traditionnels. Tout en profondeur, en puissance, mais toujours avec la douceur des harmonies qui réchauffent les cœurs. On va vous le prouver dans cette émission avec vous. Florent Battani, bienvenue. Mais bonjour. Merci d'être présent ici, on en est ravis. Vous êtes chanteur, vous vous produisez le 13 décembre à la salle Messiaen et vous êtes venu avec le vice-président de l'Amicale des Corses de l'Isère. On est très heureux de vous accueillir, Martial. Buongiorno. Comment vous dites ? Buongiorno. Buongiorno, c'est comme en italien alors ? Non. Bon, non, pas du tout. Excusez-nous, on met des U au lieu des OU à la fin. Voilà, on va bien s'entendre, il n'y a pas de souci. Regardez, j'ai essayé de me mettre un petit peu... C'est comme ça qu'on s'habille un C'est très bien. peu, voilà, traditionnellement. Très traditionnel. Ouf. On est amis, hein, et on va repousser les frontières. Les frontières géographiques, bien sûr, mais aussi les frontières de l'engagement pour sauver les forêts, la biodiversité et pour crier l'urgence climatique avec un message positif toujours, Nicolas Plein. C'est ça. Ouais, c'est ça, bonjour Lucille, c'est ce que je vais vous montrer. Eh bien, bienvenue chez vous, Nicolas, comme toujours. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois ici, sur ce plateau de Télé Grenoble. Cette fois, c'est au Népal que vous allez nous emmener en parapente pour découvrir une approche, des démarches, des méthodes ancestrales que vous transposez et que vous exposez dans un nouveau film après 3 ans de travail. Il s'appelle Rise au Népal et c'est bientôt en avant-première à Grenoble. On en parle dans un petit instant. Elle pourrait dévaler les pentes du Népal, ou elle l'a sans doute déjà fait, oui. Les pentes du Népal. Oui, à pied, malheureusement pas en snow, mais oui. À pied, à dévaler à pied, ouais. J'espère que ça s'est bien passé. Ah, d'accord. Mais elle pourrait les dévaler comme personne, ces pentes du Népal, elle qui n'a jamais eu froid aux yeux, avec une planche aux pieds, après avoir défié la gravité, elle rend compte aujourd'hui de la gravité du monde à travers son appareil photo, mais pas seulement. Aujourd'hui, le monde est beau, Sophie, hein ? Oui. Sophie Rodriguez, un grand plaisir de vous retrouver. Merci. En tant que consoeur, désormais, donc photojournaliste, vous qui avez tellement de fois été invité sport, invité montagne. Eh oui, puisqu'on vous a connu ainsi, Sophie. Alors là, c'est à Sochi. Encore, ces images sont plutôt pas mal. On avait aussi des images de Turin qui sont quand même qui étaient un peu en moins bonne définition. Vous avez fait les JO de Turin, les JO de Vancouver, les JO de Sochi et ceux de Pyeongchang. Là, on est sur le halfpipe olympique. Hein. Vous aviez terminé 7e à Sochi. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors à Vancouver, c'était 5e. Hein. Oui, 5e, ouais, j'ai dégringolé petit à petit. Jamais vraiment de médaille, mais un style très en douceur d'ailleurs. Pourtant, qu'est-ce que ça envoie ? Vous étiez snowboardeuse déjà depuis l'enfance en fait, avec cette passion du ski, du snow ? Oui, j'ai commencé le snow, j'avais 6 ans, après un tout petit passage par le ski. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai été vraiment mordue par ce sport et j'ai plus lâché. Et puis les étapes se sont enchaînées assez naturellement pour me retrouver, là-haut, tout là-haut, le toit de l'Olympe. Cool, ouais. Oui, c'était quoi ? C'était ce goût de l'aventure, du dépassement aussi, le goût de jouer avec les limites, avec la ligne rouge aussi. Ouais, je crois qu'il il y avait un peu de ça. C'est vrai que j'aimais le sport, le snowboard en tant que par rapport aux sensations que ça peut procurer. Mais c'est vrai que le fait de me diriger vraiment vers le halfpipe et vers une discipline un peu plus freestyle, où il y a plus de risques, un peu plus de danger. Oui, je pense que c'est mon goût un petit peu pour de vouloir repousser un petit peu les limites peut-être. Ouais. Et qui n'a pas
changé. Non, Du coup, non, ouais. exactement, puisque ce même goût du risque, cette même limite que vous ne voyez pas encore, hein, bien sûr, mais j'imagine que vous jaugez les risques, bien sûr, c'est ce que vous exercez en tant que photographe désormais. Avec, alors, photographe, photojournaliste également, tout de suite, vous avez pu basculer d'un monde à l'autre. Oui, c'est vrai que j'ai arrêté ma carrière de sportive en 2018, après les JO de Pyeongchang, en Corée. À 30 ans. Et à 30 ans, voilà, tout juste. Et je me suis tout de suite reconvertie dans cette voie de photojournaliste. Ça faisait un moment que j'y pensais. Et, À force d'avoir voyagé, d'avoir observé des choses, des cultures. ouais, je pense que effectivement, le fait de voyager a aiguisé mon sens de la curiosité. J'ai toujours été attirée par les actualités, par ce qui se passe autour de moi. Je trouvais que dans le sport de haut niveau, dans le sport de neige, j'avais l'impression d'être un petit peu enfermée dans une bulle. J'avais envie de voir un petit peu de quoi était faite notre société en dehors du monde du sport et de la neige. Et d'en rendre compte. Et d'en rendre compte. Et c'est pour ça que je me suis tournée. J'avais une réelle appétence pour la photo, mais ce que je voulais faire, c'était surtout du reportage. Je voulais surtout raconter des histoires. C'est pour ça que c'est vraiment dans le photojournalisme que je me régale maintenant. Oui, et après avoir régalé aussi ceux qui vous regardent, eh bien vous sortez ce nouveau livre. Alors il vient de sortir, c'est une mission exclusive, 18 mois avec le RAID, qui est l'une des forces d'intervention les plus... non pas mystérieuse, mais discrète, voire secrète, avec la journaliste Sophie Stadler pour les textes. Pourquoi avoir choisi ce sujet très délicat et avoir rejoint Sophie? Alors c'était effectivement, Sophie est une journaliste spécialisée police. Elle a beaucoup l'habitude de ce monde-là. C'est elle qui a réussi à avoir les contacts avec le RAID pour lancer ce projet qui est assez fou, effectivement, parce que le RAID, c'est la première fois qu'ils autorisaient des journalistes à les suivre dans leur quotidien, hors épreuve de sélection. Et c'est vrai que quand Sophie m'a appelée pour me dire est-ce que tu veux me rejoindre sur un projet assez fou mais assez compliqué, je lui ai dit oui tout de suite sans trop savoir de quoi il en retournait. Et c'est vrai que moi, en commençant la photo, j'aurais jamais pu rêver un sujet si fort. En fait, vraiment, moi, c'est ce genre d'aventure que je voulais vivre et raconter en photo. Parce que c'est vrai que on montre des coulisses, on montre des choses que le grand public n'a pas l'habitude de voir. Et surtout, dans ce livre, on a eu accès à l'humain. Parce que c'était une immersion longue. Et moi, c'est toujours ce que je cherche dans mes reportages, quoi. On peut rappeler la mission du RAID? Alors, la mission du RAID, donc le RAID, ça veut dire recherche, assistance, interpellation et dissuasion. Donc, ils ont des missions assez vastes. Ça va des interpellations à domicile pour des individus dangereux, sécurisation de personnalités, des présidents, des VIP, sécurisation d'événements sportifs. J'en oublie plein, négociation, il y a des parachutistes, il y a des maîtres chiens. Partout Voilà. où il faut protéger les personnes, protéger les populations, surveiller, observer, Tout à fait. Alors surtout négocier, ouais. comme on le voit avec Ouais. cette photo-là notamment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que grâce à ce reportage, j'ai pu voir à quel point on était, nous, les citoyens lambda, un peu protégés de tous les individus dangereux qui peuvent graviter autour de nous et dont on ne se rend pas compte. Mais souvent, on m'a demandé si j'avais eu peur pendant ce reportage. Et en fait, pas vraiment, parce que j'ai vu à quel point ils étaient assez... très très bien entraînés et c'est une force qui est vraiment c'est une force d'élite, hein. Donc voilà, on est bien protégés. Avec ce sujet, justement, il faut montrer ce qu'on veut cacher. Alors, en exercice de photographe, ça a dû être compliqué, j'imagine, surtout sur tout terrain. Vous vous êtes retrouvé d'ailleurs. Alors ça, c'est pas Nicolas Plein, on va voir à côté, qui regarde très très attentivement. Mais on est en l'air, on est dans l'eau, sous l'eau peut-être aussi parfois. Et il ne faut pas les montrer, bien sûr. Ça reste très secret. Comment est-ce qu'on fait? Effectivement, niveau photo, c'était un challenge assez complexe parce qu'il fallait pas montrer de visage. Ouais, on doit pas les reconnaître. Il faut être capable effectivement de les suivre. Donc, il faut être assez mobile. Il faut trouver sa place dans la colonne sans les gêner. Évidemment, sans se mettre en danger non plus, parce qu'on a quand même en face de nous des individus vraiment dangereux, potentiellement armés. Voilà, je crois qu'en fait, ma carrière de sportif de haut niveau m'a peut-être aussi un petit peu aidé là-dedans. Disons que je suis assez adaptable. Et moi, dès que c'est un peu compliqué ou qu'il faut
voilà, qu'il faut se débrouiller et passer un peu à travers les mailles du filet. Voilà, j'aime bien ça. Quand il y a un petit challenge aussi physique, je trouve ça sympa. Le mental aussi, ça se gère avec eux et avec vous-même aussi, c'est-à-dire le risque, être prêt et puis la photo, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire vous avez aussi le paramètre de la peur, on l'a dit. La peur, c'est un moyen de protection bien sûr aussi, mais il faut pouvoir réagir parce que vous n'êtes pas là pour avoir peur, pour vos sentiments, mais pour faire une photo. C'est vrai que ça, c'est difficile à gérer. Et en même temps, voilà, je me rappelle bien la première interpellation à domicile que j'ai faite, c'était à Marseille en plus, dans une affaire de terrorisme, donc il y a un peu de stress. Et voilà, je me suis retrouvée dans le noir, j'avais rendez-vous pas loin du port, on m'avait donné un point GPS. Je devais rejoindre une personne là-bas. Et c'est vrai qu'on se retrouve plongé dans un monde qu'on ne connaît pas. On est dans un van en convoi, avec des opérateurs donc casqués, armés, qui conduisent, les chiens d'assaut dans le dos. Enfin, c'est un environnement qui est effectivement très anxiogène. Mais en fait, je crois que justement, le défi en photo, il était quand même assez important parce qu'on ne peut pas refaire aussi, surtout dans ce genre de cas. Donc, en fait, je crois que je me suis vraiment mise dans ma bulle en me disant, bon, j'emmagasine tout ce que je vois, je le prends, je l'intègre et j'y réfléchirai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je suis focus sur mes photos. Le plus important, c'est que je ramène des photos et surtout que je puisse transmettre au lecteur ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je pense que ça fait maintenant 3 mois qu'on a fini, 4 mois que le projet est terminé sur le terrain. Je crois que maintenant, je suis seulement en train de digérer un petit peu toutes les émotions que j'ai vécues, quoi. Et des émotions positives, heureusement aussi. Alors, une aventure plus douce à vivre, évidemment, dans cette parenthèse féerique des JO de Paris, comme une bulle idéale, qui était aussi idéale grâce au RAID. On le rappelle, c'était ici une mission de prévention, de protection. Il y a eu énormément d'anticipation. Oui, alors effectivement, leur mission pour les Jeux Olympiques, elle était hyper complexe et complète. La première photo qu'on a vue, c'était un exercice qui a eu lieu début juillet sur un exercice de tuerie de masse au village olympique. Oui. Donc voilà, ils ont eu énormément d'exercices. Il y a eu toute la semaine qui a précédé la cérémonie d'ouverture aussi, où on a pu suivre les plongeurs qui sécurisaient toute la scène pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger d'explosifs ou de personnes cachées. Et effectivement, le clou du spectacle, le point d'orgue de ce projet, ça a été... C'est Céline. Vous l'avez vu, vous étiez juste à côté. Voilà. Mais on peut pas... Vous avez quand même essayé de faire un petit arrêt sur image, justement, et de vous dire, ouh, je suis là, je suis devant ce centre du monde, ici en l'occurrence, avec plein de belles choses aussi à montrer et à partager. Oui, ça justement, je pense qu'à la fin de la cérémonie d'ouverture, quand on était justement en bas de la Tour Eiffel et que la mission se terminait, que ma mission aussi du livre se terminait, parce que c'était le dernier jour de tournage, je crois que là vraiment... avec Sophie et même avec les autres opérateurs du RAID avec qui j'étais sur les bateaux, là on s'est vraiment regardé, là on s'est dit ouais, on est vraiment en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis c'est vrai que moi ça faisait écho à mon parcours de sportif. C'était vos 5e jeux. Ouais, c'est un peu ça, c'était mes 5e jeux. Voilà, la boucle était bouclée et c'était aussi passionnant de les vivre en tant qu'athlète que derrière et de voir toute la sécurisation qui est nécessaire pour que les athlètes puissent justement participer à ces JO de manière sereine. Oui, moi je trouve ça magnifique, acclamé dans tout Paris. Ça c'est quelque chose aussi vous pouvez voir ça en page 228, c'est vrai que c'est très très intéressant. Ce sont des personnes, des hommes, des femmes cachés, qui ne doivent pas être visibles. Mais lorsqu'on se met en place, il y a eu des applaudissements et là vous avez senti que c'était donc des humains, ils redevenaient, il y avait donc de la reconnaissance de la part de la population. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'était assez bouleversant parce que c'est vrai que d'habitude, leur but, c'est d'être discret, silencieux, de faire leur mission puis de repartir sans être trop aperçu. Et c'est vrai que là, quand on a entendu le public qui commençait à applaudir, à un moment, même on a eu l'impression qu'ils se demandaient si vraiment les applaudissements étaient pour eux. Et quand ils se sont rendus compte de ça, mais c'était vraiment... Sophie s'élève des cris de liesse, puis des merci et des bravos. Certains hommes en noir finissent presque intimidés et peu habitués à tant d'honneur public par lever la main et les saluer en retour. C'est tout à fait ça. Merveilleux. Et leur réponse était même un peu timide, c'est vrai que c'était très très touchant. Et c'est pour ça que dans ce livre et dans les textes de Sophie, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment accès à la dimension
dimension humaine de ces opérateurs et on va chercher un peu derrière les cagoules, quoi. Et oui, et derrière les cagoules, il y a aussi des sportifs. Donc ils étaient un peu dans leur univers ici aussi, que vous avez suivi ici à l'entraînement. Vous aussi d'ailleurs, vous deviez suivre un entraînement pour être capable de les suivre dans des endroits peut-être un peu escarpés, glissants, des terrains compliqués. Oui, heureusement j'ai de bons restes, mais c'est vrai que j'ai souvent fini épuisée à la fin de la journée. Et encore, moi, j'avais juste un casque et un gilet pare-balles. Je n'ai pas tout leur équipement. Non, c'est vraiment des hommes hors du commun. Ouais, c'est assez beau, leur mission. Et c'est vraiment un ouvrage hors du commun par deux femmes hors du commun. Vraiment les deux Sophie, un immense bravo. En plus, ça se lit, on est au plus proche de vous, car c'est tenu comme un carnet de bord, un journal de bord, avec des petits titres de presse aussi pour rappeler la réalité. C'est-à-dire, vous êtes dans l'humain et il y a aussi ces petits rapports, ces petites références extérieures, en fait. Donc, vraiment un grand bravo, on le trouve partout. Merci. Bien sûr. La prochaine mission, c'est quoi ? La prochaine mission, là, je suis en train de faire un reportage pour Géo, sur les Alpes, un peu plus local. D'accord. Eh bien, écoutez, vous échangerez vos contacts, bien sûr, car Nicolas est un sportif engagé et non pas photographe, mais vidéaste aussi. La vidéaste, en l'occurrence, dont on va parler, c'était Charlotte, mais vous faites aussi de la vidéo, Nicolas. Alors moi, j'ai plutôt des équipes qui font de la vidéo et qui m'accompagnent sur les différents tournages maintenant. Bon, avec la perche à selfie, alors ouais, ça voilà, suffit pas. En parapente, on a la perche à selfie encore parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et on a un autre parapente qui nous filme de derrière. Bon, vous êtes ingénieur à Grenoble. On aime beaucoup cette expression. Ingénieur à Grenoble, vous êtes sensible à l'urgence climatique. Vous agissez depuis plusieurs années maintenant muni d'une voile et donc d'une perche à selfie qui vous permet d'observer le monde d'une manière tout à fait unique. Nicolas, pourquoi toujours cette idée d'utiliser le parapente comme outil d'observation et de sensibilisation ? Parce que le parapente, c'est un outil qui est assez formidable. Si vous en avez déjà fait, ça nous permet de prendre de la hauteur et de voir les écosystèmes vus du haut. Et cette prise de hauteur, au sens propre comme au sens figuré, elle nous permet de mieux comprendre les écosystèmes, d'emmener aussi avec nous des leaders de communautés locales, à la fois ici au Népal, mais un peu partout dans le monde, et vraiment de mieux comprendre là où ils habitent et comprendre quels sont les enjeux de ces territoires et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour y répondre. C'est aussi un moyen de déplacement qui vous a permis d'accéder à des endroits qui étaient très peu accessibles finalement, avec des nouveaux outils de mesure. C'est aussi finalement un outil de sauvegarde de la biodiversité et du climat. Oui, tout à fait. Le parapente, on l'utilise avec des petits capteurs, par exemple, de pollution de l'air ou pour rejoindre des endroits qui sont assez reculés. Et ça nous permet de parcourir des centaines de kilomètres dans une journée, d'aller jusqu'à 6000 mètres d'altitude et d'emmener ces capteurs ou vraiment de rejoindre ces endroits qui sont très reculés sans utiliser le moteur, mais en utilisant l'énergie du soleil. Et vous avez parcouru le monde dans toute sa beauté aussi. C'est cette beauté que vous voulez préserver. Et cette fois-ci, c'est au Népal que vous nous amenez avec Rise. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un épisode dans tout votre parcours. Comment vient s'intégrer justement ce documentaire au Népal ? Alors Rise, c'est une fondation qu'on a créée il y a un peu plus de 3 ans. On l'a lancée à la COP27 en Égypte. Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui existent partout dans le monde pour le climat, pour la biodiversité, pour nos sociétés. Et on se demande comment ces solutions, en fait, elles peuvent aussi associer connaissances ancestrales, connaissances locales, nouvelles technologies et sciences pour apporter des solutions innovantes qui ont beaucoup plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Et donc là, en l'occurrence, c'était au Népal sur les forêts. Et on va faire toute une collection. Donc on aura d'autres épisodes sur l'agriculture, sur le pastoralisme, sur la fonte des glaciers. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, peut-être que dans le monde, il y a des communautés locales, notamment dans les pays du Sud, qui ont trouvé des solutions qui sont très intéressantes et dont on peut s'inspirer dans les pays du Nord, en France, pour essayer de faire face aussi à nos problèmes qu'on peut avoir sur les forêts, sur l'eau et l'agriculture. Moi, j'aime beaucoup le point de départ de ce film, d'ailleurs, parce que vous expliquez justement pourquoi cette démarche-là et pourquoi est-ce que ça vous obsède même. C'est pas que ça vous sensibilise, c'est que ça vous obsède. Regardez. L'été dernier, je survolais les forêts qui recouvrent les montagnes de ma région natale, l'Isère. Mais au loin, à presque 1000 mètres d'altitude, la forêt asséchée par 2 mois sans pluie brûlait. Un effet du dérèglement climatique, comme les grands incendies que l'on a déjà pu voir aux États-Unis ou en Australie. Mais là, c'était chez moi,
La forêt de mon enfance brûlait et ma maison était menacée. Quelques recherches rapides m'ont mis face aux conséquences du dérèglement climatique et des activités humaines sur nos forêts. Déforestation, incendies plus fréquents, perte de biodiversité, vulnérabilité aux maladies et aux espèces invasives, disparition des puits de carbone. La France n'est pas épargnée, avec une mortalité des arbres en hausse de 80% en 10 ans. Si rien n'est fait, on estime que la moitié de la forêt française pourrait avoir changé de visage d'ici 50 ans. Alors comment faire pour lutter contre ces problèmes tout en ayant des effets positifs sur l'ensemble de l'écosystème ? Et on peut tous se reconnaître justement à travers ce témoignage-là. En tant que Corse aussi, c'est quelque chose qui vous parle. On sait qu'elle est les très incendies, concernée. malheureusement, nous parlent énormément, et paradoxalement, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, où nous connaissons, d'ailleurs, j'y étais il y a 15 jours, et je suis arrivé, le village était menacé par un incendie, une panne électrique vraisemblablement, mais l'hiver est propice à ce genre d'incendie, paradoxalement, hein, parce que justement la végétation est très sèche, le vent, les difficultés d'intervention. Donc oui, on est très concernés et nous cherchons toujours des protocoles d'intervention pour que les populations soient très rapidement protégées. Alors ces protocoles, justement, ils sont recensés presque par votre activité. Et donc, c'est au Népal que vous avez non pas planté votre bivouac, mais au contraire que vous avez survolé cette voile avec les populations, avec cette personne qui est ingénieure qui n'était pas très rassurée visiblement, hein, c'est ça, et qui semblait avoir compris, mais pas voilà, tant qu'il n'y était pas, c'est aussi cet aspect humain et vraiment très positif aussi, d'une manière très assumée que vous présentez ici. L'idée, survoler cette forêt, sa forêt, alors que ces populations ont vraiment développé des solutions qui fonctionnent. Alors l'idée, c'est qu'à chaque fois, on se dit, on veut agir sur les forêts, on a ce problème en France, est-ce qu'on peut trouver une solution dans le monde qui est incroyable et qu'on peut répliquer ailleurs et mettre à l'échelle? Et là, ce qu'on a vu au Népal, c'est que le Népal, c'est un super exemple pour la reforestation. En à peine 20 ans, ils ont doublé leur couverture forestière, et ça, ils l'ont fait parce qu'ils ont redonné le pouvoir de gestion des forêts aux communautés qui entourent ces forêts. Donc c'est comme si demain, par exemple, on disait, vous habitez à Saint-Hilaire-du-Touvet ou à Saint-Paul-de-Vars, à Grenoble, et comment vous pouvez vous réunir pour mieux gérer la forêt ensemble? Et ça, donc, on l'a vu au Népal, et ensuite on revient en France, et on a interviewé donc, Lucie dans le Briançonnais, qui a mis en place une démarche, justement, un peu comme le Népal, pour créer la première communauté des forêts en France. Ça, on va voir comment est-ce que vous tissez les liens, aussi d'un bout à l'autre de la planète, bien sûr, mais il faut sensibiliser les personnes, sensibiliser les populations. Chez eux, c'est naturel, ça commence par un petit cahier. Et vraiment, le bois, la forêt et le bois aussi fait vraiment partie d'eux, de manière archaïque presque aussi, mais très ancestrale. Hop là, alors non, on voit pas, parce que justement, les cadreurs n'ont pas trop voulu. Ça, c'est un rituel, quand on tranche un arbre, on tranche un coq, c'est ça? Et alors l'idée, c'est vraiment, le bois, c'est un circuit, il peut pas être plus court. Donc ils le coupent juste à côté du village, et avant de couper un arbre, comme ils sont très attachés à la nature, l'idée, c'est pour pas que les mauvais esprits ensuite viennent attaquer le village ou viennent attaquer leurs bêtes. Ils font un sacrifice, en l'occurrence ici le sacrifice d'un poulet. Et ça vraiment, ça peut paraître un petit peu, c'est vrai, barbare à première vue. Vous n'êtes pas très enclin à regarder non, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, mais par contre, ça montre vraiment un attachement à la nature. Et c'est le lien du sang, en fait. Voilà, c'est un lien qui est très fort avec la nature. On voit même quand il coupe l'arbre avant de le couper, il fait une prière. Et cet attachement à la nature, c'est quelque chose qui permet aux habitants de mieux la respecter et vraiment de faire corps avec elle pour ensuite pouvoir mettre en place les bonnes solutions pour la préserver. Et donc c'est vrai que d'un côté, ça peut paraître un peu bizarre au début, mais quand on comprend vraiment dans sa globalité le rituel de ces communautés, c'est quelque chose qui fait complètement sens et dont on peut vraiment s'inspirer. Alors, selon son histoire, selon sa culture, on peut aussi sensibiliser les populations sans rituel ou sans coutume aussi, ou pourquoi pas, hein, chacun aussi sa croyance, chacun son engagement. Mais vous êtes aussi, alors avec des choses un petit peu plus terre à terre, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, vous êtes allé redécouvrir des techniques complètement ancestrales aussi, d'engrais par exemple, ces fameux brûlis, en tout cas ces fameuses techniques qui consistent à nourrir la terre, à recueillir la rosée. C'est un filet
qui permet de recueillir l'eau de la rosée en fait. Voilà, j'en avais jamais vu. En fait, c'est quelque chose qui est très simple. Il y a des bambous qui poussent à côté de cet endroit. Ils récupèrent les bambous, ça fait la structure. Ensuite, ils mettent un filet qui est un filet tout simplement en plastique et ça permet de récupérer jusqu'à 6 litres d'eau par jour. Et c'est quelque chose qu'on pourrait très bien mettre à côté où on habite ici quand on a des sécheresses et quand on a la rosée du matin pour récupérer de l'eau et c'est un à cycle, la fois alimenter en fait. les arbres. Tout à fait, c'est un cycle. Là, c'est pareil sur les engrais. Ils font brûler en fait des mauvaises herbes dans un trou, comme on le voit ici. Et après, ça permet de créer du charbon de bois biologique, qui est un super engrais et qui permet de plonger du CO2 dans le sol. Mais ça, ce sont des techniques qu'on ne fait pas encore, qu'on ne fait pas en France? Alors, c'est des techniques qu'on peut faire en France, qu'on faisait en France. Il y a des procédés qui sont plus industriels. Là, ce qui est très intéressant avec cet exemple, c'est que c'est des techniques qui sont très locales. En fait, là, ils prennent les mauvaises herbes directement sur le terrain et ensuite, après, ils les mettent dans un trou, ils les brûlent et ça leur permet de faire de l'engrais qui sert aux arbres qui poussent à côté des mauvaises herbes. Donc, c'est quelque chose qui est très local et qui nous permet vraiment d'avoir un effet bénéfique à la fois sur le climat, la biodiversité et les hommes. Et ces choses-là, on peut les transposer localement, justement. Alors là, vous êtes allé dans le Briançonnais. Par la suite, on peut aller au pied de la Chartreuse, c'est exactement pareil. Aussi pour regarder, pour observer de quelle manière est-ce que les forêts étaient gérées et comment est-ce qu'on peut transposer, en fait, ces techniques, proposer de transposer ces techniques d'un monde à l'autre. Et ben alors, là, dans le Briançonnais, on allait rencontrer Lucie. À chaque fois, on a un leader qui nous emmène découvrir une solution qu'il ou elle porte. Et là, Lucie, ce qu'elle fait avec son association Forêt Alpine, c'est qu'elle regroupe l'ensemble des acteurs dans la forêt, les scientifiques, mais aussi l'ONF, le maire et tout ça. Et en fait, elle les met autour d'une table. Et l'idée, c'est de se dire, les citoyens aussi, et de se dire comment tous ensemble, on peut déjà reconnaître le problème, se dire que demain, comment notre forêt va évoluer, et ensuite, pour apporter des solutions, se dire, demain, est-ce qu'on a envie de mettre plutôt telle ou telle espèce d'arbre pour replanter, ou on a envie de pousser telle ou telle solution. Et c'est vraiment un choix de société qu'il faut faire aujourd'hui. Et ce choix de société, il faut inclure les citoyens dedans pour que ce soit un choix qui soit partagé et qu'on puisse ensemble créer des sociétés qui soient plus résilientes. Et est-ce que vous les voyez pousser aussi, ces idées, depuis que vous avez commencé à travailler de cette méthode-là, depuis quelques années maintenant? Oui, tout à fait. Là, l'exemple de Lucie dans le Briançonnais, elle crée cette première communauté des forêts en France. Elle peut aussi s'inspirer de l'exemple du Népal. Donc, elle va rencontrer Dambar, le leader de la communauté népalaise, pour en discuter avec tous les scientifiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on arrive à pousser des solutions. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces solutions, elles ne soient pas uniquement que technologiques. Par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ou d'autres sujets. Il faut faire attention que les solutions qu'on pousse, elles aient beaucoup d'effets positifs et sans sous-estimer la biodiversité, l'homme et tout ça par rapport aux émissions de CO2, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'études un petit peu partout. Il y a beaucoup de chercheurs qui mettent au point des solutions. Est-ce qu'il faut rassembler aussi tout ce monde-là? Est-ce que vous êtes parvenu aussi à le faire? C'est-à-dire qu'il faut montrer, mais agir en tant qu'acteur à travers cet outil, puisque c'est un outil de travail véritablement, un outil qui doit aussi amorcer des recherches ou qui doit argumenter. Est-ce que ça fonctionne, en tout cas avec ce gros réseau, et en particulier ici sur notre territoire qui est très riche? C'est vraiment là la question. C'est comment on arrive à créer des ponts entre les différents acteurs. Comment on arrive aux scientifiques à se faire entendre et à partager leurs travaux avec les décideurs. Comment on arrive à pousser les citoyens aussi à s'investir là-dedans pour que l'ensemble des décisions qu'on prenne puissent être vraiment collectives et puissent maximiser les impacts positifs sur nos territoires. Et vous êtes positif? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on montre un peu qu'on essaie de pousser ces idées-là. Nous, l'idée, c'est qu'on on veut pas donner des leçons, on veut pas critiquer. L'idée, c'est plutôt qu'on essaie de montrer ce qui se passe un peu partout dans le monde pour essayer de montrer ces solutions qui sont intéressantes à mettre en place et qui peuvent nous emmener vers un futur dans lequel on a envie de vivre. C'est vraiment ça qu'on a envie de montrer. Donc, l'anxiété, elle compte. La peur, c'est aussi un moyen d'agir. Mais pour vous, transmettre aussi ce message comme quoi, oui, mais voilà, ça, c'est la solution et on peut y arriver comme ça. Voilà, alors je pense que la peur, on en a beaucoup déjà sur plein de sujets différents aujourd'hui. Nous, l'idée, c'était vraiment, la peur, c'est intéressant au début, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, l'idée, nous, c'était de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on rassemble les acteurs, comment on montre ce qui marche partout dans le monde et comment on peut s'en inspirer en faisant des liens entre les différentes sociétés qui ont évolué de façon différente et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les bonnes solutions. Bon, alors, donc ça commence à la salle Juliette Berthaud le 17 décembre pour aller regarder ce film et s'inspirer et inspirer donc toutes les personnes qui pourraient rejoindre ce grand réseau. Alors, c'est ça. Et une avant-première à Paris aussi le 12 et à Grenoble après c'est le 17 décembre à 19h30. Grenoble est que la deuxième avant-première. Voilà, c'est ça. On voulait mettre le paquet sur la deuxième. Donc, c'est pour ça mais la capitale, bien sûr. Merci. Alors, on va de la capitale jusqu'en Corse tout de suite. Parfait.
Oui, si on sortait des frontières de l'Isère, hein, déjà, cette Isère qui est tellement multiculturelle, tout à votre image. D'ailleurs aussi, Florent, Oui, bien sûr. vous êtes quoi? Vous êtes corse? Vous êtes italien? Vous Alors moi, êtes je suis d'où vous vient cette passion du chant corse? avant tout français, parce que je suis né, Bien sûr. je suis chirolois, voilà, donc je suis isérois, D'accord. et je suis d'origine italienne de par ma maman. D'accord. Italie Italie du Nord? du Nord, D'accord. voilà, de Turin, plus précisément, voilà, Pas très loin. qui est pas très loin, voilà. Et d'où ce que ça me vient, bah, ça, j'adore le chant, moi je suis un grand passionné de musique, déjà, premièrement. J'adore les chansons à voix. J'adore les voix et donc par conséquent j'adore les chants polyphoniques vers lesquels voilà, je me suis tourné et inspiré pour me proposer ce beau spectacle qui aura lieu le 13 décembre prochain. Voilà, à Oui. Grenoble. Et vous, Martial, vous êtes donc vice-président de l'Amicale des Corses de l'Isère. Ils sont nombreux? On est à peu près 200 amicalistes existants. D'accord. Ici en Isère, vous êtes originaire, vous représentez un peu la Corse un petit peu plus des terres? Alors, moi, je ne suis La Corse pas du originaire de l'Isère. Par contre, la Corse, je suis plutôt de Corse du Sud et Corse ma du femme Sud. de Haute-Corse. Voilà. Ce qui fait qu'à nous deux, nous regroupons l'intégralité de l'île. Et donc, lorsque je vous montre, bien sûr, ces personnes que vous reconnaissez tout de suite, là, et puis, alors moi qui suis allée en Corse quelques fois, il y a encore et encore des Jean-François. affiches partout, Voilà. partout. Tout à fait. C'est véritablement culturel, indissociable. Oui, tout à fait. Il faut se replonger dans une situation géographique de vallée où pour communiquer d'une vallée à une autre, eh bien on s'appelle. Et on utilise la voix qui rebondit bien sûr sur les versants pour communiquer avec le berger un peu plus loin. Et on se répond comme ça. Donc voilà, et on a cette configuration-là. Avec les trois voix, donc la première, voilà, là, ça c'est la segunda, c'est-à-dire c'est la voix qui va lancer, et deux autres voix, une aiguë et une basse, vont venir encadrer, comme un macaron. Vous avez le chocolat, s'il est au chocolat au milieu, et vous avez les deux côtés qui viennent faire l'écrin. En soutien ou non, pas vraiment en soutien, mais un accompagnement, une osmose. C'est en soutien, oui, quand même. En Ah oui, soutien. c'est d'une grande profondeur, ce sont des harmonies qui sont vraiment très Voilà. douces. Bon, alors là, en l'occurrence, on est obligé de... Voilà, parce que moi, si Non, je on mets n'est la pas main... obligé. Si je mets la main comme ça m'éclate, ça Alors, me là, fait mal à l'oreille. vous les voyez, ils sont tous proches l'un de l'autre, ce qui fait Oui. que la voix de l'autre vous gêne. Donc, Ah. pour pouvoir réentendre sa propre voix et savoir si on est encore dans le ton, il faut bloquer un peu son oreille. Ça permet de se réécouter, de se dire, OK, je reste sur ma tonalité et je ne prends pas la tonalité de l'autre. Parce que quand on chante à plusieurs, on prend la tonalité de l'autre. D'accord. Florent, Ça, c'est la vous partie avez artistique. appris à chanter comme ça, même tout seul? Et c'est une technique, hein, effectivement, Martial l'a bien rappelé. En fait, ça te permet de s'isoler en fait quand on chante à plusieurs, et notamment dans le chant polyphonique, ça permet vraiment d'être dans sa bulle. Alors il y en a qui utilisent des ears, bah, c'est un peu des ears, voilà. J'ai un Non, des accent, ears. Non, des mais- écouteurs. Et là, il n'y a rien de mieux que sa propre... Et oui, d'ailleurs, si on fait le Proprement. test, ça fonctionne l'orienter. très bien, exactement. Voilà. Allez-y, moi, si je fais une voix, vous pouvez faire l'autre. Vous faites Ah la ben, tierce. Tout à fait. Ça fonctionne très bien. Oui, d'accord. Sophie, alors, non On peut travailler à 5, hein, bien évidemment. On travaille à 5, à 10, comme on veut. Voilà. Et c'est très spontané à la fin des repas, Et tout, bah oui. lorsque Et l'alcool tout s'apprend. aide un peu. Tout à fait. Faut quand même pas chanter trop fort quand même, parce que ça, c'est un Non, petit non. peu sensible. En revanche, vous pouvez chanter aussi fort que vous le souhaitez. Regardez, Florent, on vous écoute Oui. tout de suite. Io vado di malaviglia, un'igin cali sul miglia, un truvele te nella para, e unica sole cara. C'est d'une grande douceur, d'une grande pureté aussi, ce chant. Vous avez appris le chant lyrique avant d'apprendre les chants corses? Là, je veux juste me permettre de faire une petite parenthèse, du coup, pour faire, j'allais dire, rendre un hommage au pianiste, bien sûr, Lionel Mello, qui sera présent aussi sur le concert de Messiaen du 13 décembre. Et donc, qui m'a
Oui, bien sûr. divinement accompagné, voilà, lors de cette interprétation. C'est très beau, en effet. Ouais. C'est très très beau, voilà, tout en piano-voix, donc bravo à lui. Oui, et donc ce chant, c'est un chant corse, hein, ici. Exactement, Ça c'est peut ressembler corsica. à l'italien, j'espère que je ne blasphème pas, évidemment, cette magnifique langue corse aussi. Celle-là, c'est du corse, hein. C'est du corse, voilà, c'est corsica. D'accord. Et vous avez appris le chant avec le chant corse ou vous avez appris le chant lyrique? Alors, j'ai commencé mes classes, moi rien à voir, j'ai commencé dans les cabarets grenoblois, donc voilà. Très bonne école, Voilà. très C'est bonne une école. très bonne école Absolument, pour l'école de la donner vie. sa personne, exactement, voilà. Passer le cap du trac, voilà, chanter devant les gens, etc. etc. Chanter, chanter. Voilà. Johnny, ou parce que vous l'avez chanté, j'ai Oui. vu, c'est sur votre, Oui, sur c'est votre ça. page YouTube hein, Exactement. notamment. Vous faites des covers d'un petit peu tout. Exactement. Et le chant lyrique, en fait, alors pour tout vous dire, plus jeune, c'était pas du tout ma tasse de thé. Moi, le lyrique, l'opéra, tout ça, bon, c'était pas forcément ma musique de prédilection. Et en vieillissant, je me suis dit, ah, finalement, c'est pas trop mal, quoi. Mais c'est pas qu'un truc de vieux, l'opéra. Mais ouais, J'ai c'est toujours ça. Il y a adoré des ça. trucs qui sont super. Et du coup, oui, récemment d'ailleurs, j'ai pris des cours au conservatoire de Chirol de Pont-de-Clé, voilà, avec une dame que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Isabelle Guiguet, qui est à la retraite maintenant, qui est une très très bonne, en tout cas une enseignante de chant. Voilà, que je salue. Voilà, donc oui, le chant lyrique, c'est la base du chant et c'est très important. Oui, et puis c'est quand même, alors ce concert qu'on peut aller applaudir aussi, il y a un petit peu de folklore italien aussi. Donc vous croisez les cultures? Bien sûr, très très important. Déjà pour rendre hommage à mes origines, du côté de ma maman, mais aussi pour aborder le chant corse que j'aime profondément. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le chant polyphonique, toutes ces chansons à voix qui vous transportent vraiment. Et ce spectacle, voilà, il est vraiment multiculturel. Et ça fait un moment que j'avais envie justement de proposer un spectacle avec d'autres artistes pour voilà, proposer cet échange multiculturel voilà, sur Grenoble. Oui, et donc on pourra bien sûr profiter de la guitare. C'est aussi quelque chose, il n'y a pas que des chants a cappella ensemble, bien sûr. Et là, je me tourne aussi vers Martial. C'est un univers aussi. Parfois, certains disent que c'est compliqué de se faire accepter. Est-ce que c'est une légende ou pas? Parce que c'est vrai que le chant corse, la polyphonie corse, c'est sacré. Tout à fait. La Corse, ce sont des paradoxes. Donc la Corse, c'est une terre d'hospitalité. Vous aurez toujours la porte ouverte. Oui. Mais il ne faut pas brusquer les choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir se laisser adopter. Après, la polyphonie, comme je vous le disais, elle a une fonction, elle a plus sa fonction, elle a changé. Elle est devenue divertissante. Mais sa fonction était quand même une fonction de contact, de vallée à vallée. Hein. Donc c'est une porte d'entrée. Aussi, Absolument. de tout dire à fait. je chante, Absolument, le chant corse. Absolument. D'accord, on sera à fait. toujours bien vu et bienvenu. Le chant, la musique a cette valeur. Elle parle. C'est un langage international. Vous pouvez parler. Il n'y a pas de barrière de langue. Le chant, même la simple voix, suffira à établir un contact avec l'autre. Hein. Donc. La Corse a cet échange multiculturel depuis des centaines d'années et bénéficie de tous ces échanges grecs, espagnols, tout. Anglais. Et si vous tombez sur cette émission après le 13 décembre, vous pouvez applaudir, vous pouvez suivre déjà Florent sur sa page, sa page YouTube notamment, et vous écouter. Et on peut rejoindre l'Amicale Corse, même si on n'est pas rejoindre corse. l'Amicale des Corses de d'Isère et des Amis de la Corse. D'accord. Tous les lundis, il y a un cours de Corse grâce à notre professeur qui est Jacques. Jacques, voilà, on l'appellera Jacques. Jacques. Vous vous appelez Martial, il s'appelle Jacques. Et donc tous les lundis, nous avons un cours de Corse de 17h30 à 19h30 et nous attendons donc 6 chemins de l'église dans le quartier de la Bajatière, 6 chemins de l'église à l'école primaire de la Bajatière. Eh bien, toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre, nous les accueillerons avec grand plaisir. Avec un petit fromage corse quand même? Alors, il y a le verte. fromage, il y a aussi un petit alcool. Il y a une petite myrte. Voilà, mais nous avons aussi le Corsica Cola, puisqu'il y a une vieille histoire qui explique que la recette du Coca-Cola est d'origine corse. Un médecin corse qui l'a revendu
Voilà. Merci beaucoup, Martial. Avec grand plaisir. Merci, Florent. Et merci beaucoup à vous tous encore de votre fidélité et de nous avoir partagé votre message. On va vous écouter, Florent aussi, avec vos musiciens, tout de suite. Lauriane Ingarao et Angelo Ingarao. Et voilà, à très vite et à tout de suite avec vous. Limoni, leni, tronchi, luce rossa di forno, dei bandiri stretti in fronte, inaspettate ritorno. Ogni pietra nero fume, piano piano si è staccata, per far piazza un altro lume, non tanteglia disperata. E io che mi sono scaldato, qualche volta la soffiara. Mi pare tanto peccato che arrivete ancora più chiara. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. Anche nostre meri antiche, una a una si ne vanno per altre casse più ricche e di noi assai lontano. Ci spicchiamo dell'antica e canciamo di paese. Tanta gratta non c'è più fighe, si campa l'uso francese. E io che mi son campato con un pezzo di Valentino. Mi pare tanto peccato che mi sento ancora strinto. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. Rinde tutta la confine e rissominata grano. Ogni sue cardelline chi cantano lo verranno. A un sole innanzi all'aia, un tribbio pare fermato. Ed un'essa mezza paia si sente come spugliato. E io che mi sono svegliato stamane come da cielo. Stato troppo assonniato per donare un sitello. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.